Ouvrir maintenant notre dossier du jour. Et un dossier consacré ce matin à la mise sous tutelle. Alors à quoi ça sert vraiment? On entend ce mot si on n'est pas forcément confronté. On ne le comprend pas toujours. Comment ça marche? Eh bien, quelques premières réponses déjà en images, juste avant de retrouver notre expert du jour. Regardez. Tante Léonide est complètement à l'ouest avec ses papiers et l'argent. T'as raison, c'est inquiétant. Faut faire quelque chose. Mamie n'a plus toute sa tête ou un membre de votre entourage suite à un handicap, une maladie ou un accident n'est plus en état de veiller sur ses intérêts du fait de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles. La mise sous tutelle est peut-être la solution. On comptait en France en 2015 715 000 majeurs placés sous protection judiciaire, dont 383 000 sous tutelle et 332 000 sous curatelle. Il faut savoir que la mise sous tutelle est la mesure de protection la plus forte. L'âge moyen d'une personne sous tutelle est de 64 ans. C'est 55 ans pour la curatelle. La mise sous tutelle consiste à nommer une personne appelée tuteur, chargée d'agir au nom, pour le compte et dans l'intérêt de la personne placée sous tutelle, qui perd dès lors sa capacité juridique. Le juge des tutelles définit les actes que la personne protégée peut accomplir seule et ceux qui nécessitent l'intervention du tuteur. Il définit aussi la durée, 5 ans maximum, renouvelable pendant 20 ans. Toute personne proche ou l'intéressé lui-même peut demander au tribunal d'instance une mise sous tutelle. Mais il faudra en passer avant par une expertise médicale. Comme ça, le butin de mamie Zinzin restera entre de bonnes mains. La très mauvaise rime à la fin. Hein. Franchement, je ne félicite pas celui qui a fait ce texte. Quelle différence, on va le rappeler quand même parce qu'on est allé très vite, entre tutelle et curatelle, parce qu'on entend les deux vocables. Alors très schématiquement, c'est une différence d'intensité, en réalité, dans, si vous voulez, la protection de la personne à protéger. La curatelle, contrairement à la tutelle, note pas totalement la pleine capacité juridique de la personne. C'est-à-dire que la personne mise sous curatelle va pouvoir continuer à faire certains actes de sa vie juridique, mais accompagné de la personne du curateur. C'est plutôt un accompagnement, alors que la tutelle, comme on l'a vu dans le reportage, c'est une soustraction totale de la capacité juridique de la personne protégée. Elle ne peut même plus aller voter, par exemple. Si, cas, ça oui. Sous tutelle, on peut encore... On peut voter, on peut faire certains actes qui sont purement intimes, comme par exemple la reconnaissance d'un enfant. Par contre, on ne peut pas passer n'importe quel contrat, on ne peut pas vendre sa voiture comme on veut, on ne peut pas vendre un bien immobilier comme on le souhaite. Donc il y a quand même une restriction de la capacité juridique qui est extrêmement forte, extrêmement intense, et c'est une personne, parfois plusieurs, mais dans la plupart des cas, c'est une personne qui est le tuteur, qui va être chargé de protéger, d'encadrer et de suppléer, si vous voulez, la personne protégée dans les actes de la vie civile, et surtout pour protéger son patrimoine, pour éviter que le patrimoine soit dilapidé par des personnes malveillantes. Évidemment. Alors ça tombe bien parce qu'à côté de vous, on a Corinne qui est une bénévole et coordinatrice du Téléthon ici dans la région, et elle me disait en préparant cette émission, si vous parlez de la tutelle et de la curatelle, je suis bien placé pour en parler. Vous avez un fils d'une trentaine d'années aujourd'hui qui est sous curatelle, et vous m'avez dit, ça vous a permis de vous sortir d'un faux pas qu'avait commis votre fils, c'est ça? Il avait contracté un crédit? Il avait contracté un crédit alors qu'il n'avait pas l'autorisation légale de le faire en étant en curatelle renforcée. Et on a stoppé tout, mais on nous a poursuivis. Ça a duré 1 an et demi, mais on s'en est sorti. Ouais, parce qu'on sait que quand on contracte un crédit pour une personne qui n'est pas sous curatelle ou tutelle, c'est très compliqué de s'en sortir. Hein, Voilà, donc là, vous avez bataillé, mais vous en êtes sorti. On s'en est sorti il y a 15 jours. La curatelle peut servir à ça, à dire, cette personne, elle a été abusée parce qu'on lui a mis entre les mains un crédit, mais elle ne savait pas vraiment ce que ça impliquait. Qui peut demander la mise sous tutelle? Alors, un parent, hein, j'imagine bien. Qui d'autre? La personne elle-même. Si la personne estime qu'elle a besoin de bénéficier d'une mesure de protection, elle peut elle-même saisir le juge des tutelles, qui est un juge du tribunal d'instance, et demander sa mise sous protection. Mais évidemment, le conjoint, que ce soit l'époux, le partenaire d'un PACS ou le concubin, est évidemment légitime à demander au juge une telle protection pour tout simplement son conjoint. Et évidemment, tout parent allié, ou toute personne qui est dans l'entourage de l'intéressé, peut demander cette mise sous tutelle. Écoutez la question de Mireille ce matin au sujet de la tutelle.
Bonjour, je m'appelle Mireille, j'ai 49 ans, je suis fille unique et je m'occupe de ma maman qui a Alzheimer depuis 1 an et demi. Elle a 89 ans, elle va sur ses 90 ans. Et je voulais savoir quels sont les enjeux par rapport à une mise sous tutelle, comment exactement ça se passe. Est-ce qu'il va y avoir un mandataire qui va être nommé ou est-ce que ça va être moi étant sa propre fille unique? Est-ce que vous pouvez m'indiquer quels sont les tenants et les aboutissants? Qu'est-ce que ça va impliquer donc pour Mireille, cette mise sous tutelle de sa maman? Alors déjà, première chose, Mireille peut elle-même demander au juge des tutelles qu'il examine la situation de sa maman. Évidemment, il faudra qu'elle fournisse un certificat médical si d'aventure elle souhaite demander une mise sous protection. Alors, sa maman est quasi nonagénaire, d'après ce que j'ai entendu. Elle a la maladie d'Alzheimer. Il semble que la tutelle soit la mesure de protection la plus appropriée au cas de cette personne. Et puis, Mireille peut elle-même être désignée par le juge des tutelles comme étant la tutrice. D'accord. Et à ce moment-là... Ça ne va pas de soi. C'est-à-dire que même si c'est Mireille qui le demande, elle ne sera pas forcément la tutrice? Alors, si elle le demande, normalement... elle est légitime à l'être. Je vais vous l'expliquer juste après, mais il y a une sorte de gradation dans la légitimité des personnes qui peuvent être considérées comme tuteurs. Si le juge estime, mais je ne pense pas que ce soit son cas, puisqu'elle a l'air de se préoccuper de sa maman, mais si le juge estime qu'elle n'est pas, si vous voulez, en capacité d'assumer cette charge, eh bien, le juge se tournera vers quelqu'un d'autre et éventuellement vers un mandataire judiciaire. Pour la petite gradation dans la légitimité de la charge dont je parlais, en tout premier lieu, c'est le conjoint. Qui est la personne qui, d'après le juge, serait la plus habilitée à assumer la charge de tuteur. Exactement. Ensuite, on a les parents et alliés. Et enfin, en dernier recours, le mandataire judiciaire qui est un professionnel. Voilà. Alors justement, quand c'est une tierce personne qui n'est pas forcément de la famille, ça peut poser quelques problèmes. Écoutez le témoignage d'Emmanuel à ce sujet. Ma grand-mère était sous tutelle. Nous avons donc eu à plusieurs reprises des reproches à leur faire. Et un beau jour, alors que ma grand-mère a été hospitalisée sans que nous soyons avertis ni mis au courant, la psychologue de l'EHPAD m'a dit « Écoutez madame, vous n'êtes rien pour votre grand-mère et votre grand-mère ne vous appartient pas ». Alors, est-ce que déjà, répondre ça paraît un peu... Déjà, on ne dit pas à quelqu'un, votre grand-mère ne vous appartient pas. Déjà, personne n'appartient à personne. Personne n'a de droit de propriété sur une autre personne, donc déjà d'une part. Ensuite, évidemment, ce n'est pas parce qu'un mandataire judiciaire assume la tutelle d'une personne que la famille de cette dernière est exclue totalement de sa vie. Bien au contraire, la famille a le droit, a un droit familial, entre guillemets, de maintenir des liens avec la personne protégée. Et cette personne protégée, en retour, a évidemment le droit d'avoir les fréquentations qu'elle souhaite et, a fortiori, des fréquentations familiales qu'elle veut. Donc c'est absolument impensable qu'on en arrive parfois à des situations comme celle-ci où des gens sont privés, on va dire, de la bienveillance, de l'entourage de leur famille, quand bien même cette famille n'assumerait pas elle-même la charge de la tutelle. D'accord. Là, on peut... Oui, Eric ? J'avais une question. Mais, je ne sais pas, c'est peut-être jamais arrivé. Est-ce qu'il y a des tuteurs qui ont abusé, c'est-à-dire qui ont à un moment donné oui, bien sûr. Des grosses bêtises? Bien sûr, tout simplement... Excellente question. Et dans ce cas-là, il faut prouver et repartir devant le juge? Il faut le prouver, et puis on peut engager la responsabilité du tuteur. Si on considère qu'il y a eu dol, c'est-à-dire si le tuteur, c'est une sorte d'abus de faiblesse, d'abus de confiance, à ce moment-là, sa responsabilité sera engagée, il devra en répondre devant les tribunaux. Évidemment, et c'est arrivé, c'est pas un cas d'école, c'est arrivé quelquefois, malheureusement. Facile finalement. Ah oui, ce sont des proies faciles, effectivement. Donc, mais c'est pour ça qu'on les protège, justement. C'est parce que comme elles sont vulnérables. Avec un tuteur. Est-ce que c'est pas compliqué? La plupart du temps, ça devrait. Dans des familles nombreuses, ça doit être pas évident à mettre en place, mettre d'accord tout le monde. Alors il y a plusieurs critères qui sont pris en compte par le juge. Si plusieurs personnes entre guillemets se disputent la charge, le juge va essayer de déterminer parmi les prétendants quelle est la personne la plus apte à assumer cette charge, notamment en fonction de l'éloignement géographique par rapport à la personne à protéger, par rapport tout simplement à sa disponibilité. Voilà, donc il y a plusieurs éléments que le juge va prendre en considération pour fonder sa décision et dire ce sera cette personne-là qui sera... Mais pour des décisions, par exemple, très importantes, je ne sais pas, une vente de maison familiale, ce genre de choses, est-ce que du coup, il y a du co-tutorat? Enfin, comment ça? Alors, dans certains cas, quand le patrimoine de la personne protégée est important, à ce moment-là,
plusieurs tuteurs peuvent être désignés. Il va y avoir un tuteur à la personne, qui va s'occuper, on va dire, de l'aspect purement personnel, de l'accompagnement personnel de la personne à protéger, et puis un tuteur au patrimoine, un tuteur au bien, c'est l'expression qu'on utilise, qui lui va s'occuper exclusivement de l'aspect patrimonial de la tutelle, c'est-à-dire de la gestion du patrimoine de la personne, de l'intéressé. Il sera un peu plus spécialisé, et l'un peut avoir un droit de regard sur l'autre tuteur ? Normalement, il y a une indépendance entre les deux. Normalement, le tuteur à la personne n'a pas de droit de regard sur le tuteur au bien et inversement. Ça fait sourire Corinne. Au quotidien, on peut faire... J'ai dit normalement. C'est qu'à Mamie Zinzin, quand même. Hein. Non, mais c'est en théorie. Hein, c'est en théorie. Attends, Mamie Zinzin, on va avoir des problèmes. Mamie Zinzin, toutes les semaines, elle achète, je sais pas, moi. Corinne, qu'est-ce qui vous fait sourire là-dedans ? Parce que c'est en théorie. Hein. C'est en théorie. Oui. Mais évidemment que... On fait un peu chacun comme on veut, comme on peut, en fait, surtout. Et moi, je voulais quand même savoir, est-ce qu'un tuteur ou un curateur peut être démis, alors à la demande du juge, ou est-ce que lui-même peut demander d'arrêter d'être tuteur ou curateur ? Il peut lui-même le demander. Il se passe quoi ? Ah bah à ce moment-là, le juge devra désigner une autre personne. Et s'il n'y a personne, il désignera un mandataire judiciaire, si c'était quelqu'un de la famille. Un professionnel. Même si c'était déjà un professionnel, un autre professionnel peut prendre le relais. Ce qu'il faut, pour résumer juste, c'est vraiment une question, c'est une question évidemment qu'on peut en parler en théorie, comme je l'ai fait. Ça faisait rire Corinne, parce que je disais qu'il y avait une sorte d'imperméabilité entre le tuteur au bien et le tuteur à la personne. Mais c'est vrai qu'en pratique, ça ne se passe pas comme ça. Parce que c'est avant tout des questions humaines. Il y a parfois même des conflits d'intérêts, malheureusement, qui peuvent se créer. Et donc, forcément, ça ne se résout pas comme ça, d'un claquement de doigts. Et bizarrement, les conflits d'intérêts sont proportionnellement en phase avec le compte en banque, j'imagine. Bizarrement. Bon, enfin, ensemble, c'est mieux. On va finir comme ça. Exactement. Et vive la solidarité. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à vous. Cassioppo, juriste de droit privé. Vous